Si, il y a bien quelque chose qui est innocent et qui a rien demandé à personne. C'est Les pingouins. une petite créature, pas des pingouins, Manchots. des petites créatures trop mignonnes, blanches avec un dos noir, c'est les manchots, ouais, effectivement. Parce que bien évidemment, comme 4 fois n'est pas coutume, on va parler de manchots aujourd'hui. Alors, comme je savais que vous aviez tous les deux des chroniques chacun, j'ai prévu une mini chronique sur un manchot en particulier, hein, comme toujours, qui est le manchot à jugulaire. Et oui, je vais expliquer un petit peu pour Seb. Seb, je vais parler que de manchots cette saison dans nos Tout et de Rien. On a déjà parlé de... C'est un défi personnel, t'as perdu à Paris, comment ça se passe? Non, c'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse et de toute façon j'ai déjà rédigé les 47 pages. Ok. Voilà. Ah, ils sont trop mignons. Ils sont assez chouchous, oui, tout à fait. Oh, ouais. Le manchot à jugulaire, ou Pygoscelis antarcticus ou antarctica, est le deuxième manchot, le plus nombreux après le gorfou macaroni. Et ça tombe bien parce que, là je peux le dire, le gorfou macaroni, on en a parlé la semaine dernière avec notamment Mika, Jules et Manon. Vous pouvez aller écouter l'épisode tout de suite. Donc il est principalement présent sur les îles Sandwich du sud qui sont très peu visitées. Il est facilement reconnaissable à la fine bande de plumes noires autour du menton et de la gorge, d'où son nom de manchot à jugulaire. Il est d'ailleurs aussi appelé le manchot barbu. En fait, c'est un manchot avec une barbe à collier, quoi. Le dessus et l'arrière de la tête, le dos et la queue sont noirs. Le contour des yeux, le menton, les joues et le ventre, quant à eux, sont blancs. Le bec est noir. Les pieds et les jambes sont roses avec une petite plante noire. Je me permets de rajouter aussi les informations suivantes. Les yeux sont une sorte de marron rouge. Il mesure, en tout cas l'individu bien évidemment, entre 68 et 76 cm et il fait un poids de 3,4 à 3,9. Il a un bec de 5 cm et des ailes de 19 cm, ce qui en fait un manchot tout à fait raisonnable en termes de taille et de poids par rapport à certains de ses compatriotes. Parmi les Pygoscelis, qui comprend aussi les manchots d'Adélie et de Papou dont nous parlerons une autre fois, cette espèce est réputée pour son intrépidité, sa combativité et son agilité. Sur l'île volcanique de Zadovoski, pour aller se nourrir, ils doivent affronter une mer déchaînée en se jetant depuis des falaises à pic. Le retour est encore plus problématique, puisqu'ils doivent escalader la paroi avec leurs griffes. Il y a pourtant 1,5 million de manchots qui vivent sur cette île. En effet, hormis les oiseaux volants dont nous parlerons tout à l'heure, les prédateurs ont du mal à s'approcher du rivage. Soit en passant, petit aparté, il existe des tas de vidéos justement de la capacité du manchot à jugulaire à faire des super bonds, à se jeter littéralement dans le vide. C'est assez fou, donc n'hésitez pas à aller observer un peu tout ça par vous-même aussi, c'est plus visuel. Alors, leur habitat naturel, ce sont des sols rocheux à proximité de la mer sur les îles subantarctiques. Les manchots à jugulaire se rassemblent en de vastes colonies pour nidifier d'octobre à février, ce qui correspond, pour l'hémisphère sud bien évidemment, à l'été. Ils sont souvent à proximité de colonies de manchots papous et d'adélie. Ils peuvent parfois partager leur colonie avec ces deux espèces. Ah, les mâles sont monogames. En effet, 82% d'entre eux reprennent le même partenaire d'une année sur l'autre. Ce sont eux qui commencent la construction du nid. Une étude a même montré que pour les manchots à jugulaire, les femelles arrivent 5 jours après l'arrivée des mâles sur la colonie. Certains scientifiques pensent que les manchots retournent dans la colonie où ils seraient nés et élevés. C'est assez rigolo parce que ça veut dire que le mâle doit tout préparer avant le retour finalement de sa compagne. C'est aussi intéressant parce que le manchot à jugulaire, c'est un peu l'exemple typique du manchot fidèle. Souvent on dit oui, les oiseaux, ils ont qu'un seul partenaire, tout ça. On s'en rend bien compte, c'est déjà la 5e chronique que c'est pas forcément vrai. Mais dans le cas du manchot à jugulaire, ça oui, c'est vrai. Alors, comment est-ce qu'il est fait ce petit nid? Il est simple et c'est surtout composé de petits cailloux et de plumes, c'est trop mignon. 2 œufs sont pondus généralement à 3 jours d'intervalle. La ponte a lieu de 2 à 4 semaines après les autres Pygoscelis, donc pour rappel Papou et Adélie. Les œufs sont couvés pendant 37 jours, à la fois par le mâle et la femelle qui se relaient pour aller chercher la nourriture. Ils sont capables de parcourir des distances de près de 80 km pour aller pêcher, sachant que la colonie peut parfois être à plusieurs kilomètres de distance du rivage. Les couples, bien évidemment, sont capables de reconnaître les cris de leurs partenaires pour se retrouver dans la foule de la colonie. Ils sont aussi capables de reconnaître les cris de leurs petits bébés. Voilà, donc ce que vous entendez au fond, ce sont des manchots qui crient, c'est une colonie, donc le but c'est de se retrouver. Alors les petits piou-piou, ça c'est les piou-piou, comme ils sont mignons.
Donc là, vous avez un exemple de parade amoureuse. Car oui, les parents exécutent toujours une parade amoureuse lorsqu'ils se retrouvent avant même de nourrir les poussins. Donc on se retrouve, on se fait des papouilles, on crie un peu l'un sur l'autre, et pouf, ça y est, on nourrit les poussins. Ces derniers, quant à eux... Classe. Ouais, c'est cool, hein, on fait un bisou avant de s'occuper des enfants. C'est mignon. Oh, ouais. Ah, c'est adorable. Les poussins sont de couleur grise, et leur vie n'est pas de tout repos, car en effet, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé des oiseaux volants. Les skua, autres labs, ainsi que les grands becs en fourreau, rôdent pour s'attaquer aux œufs et aux poussins. Et si vous posez la question de qu'est-ce que c'est qu'un grand bec en fourreau, vous pouvez le googler, ce sont les chionidés. Ils sont présents dans les îles subantarctiques, où ils vivent au milieu des manchots et des pétrels géants. C'est un oiseau essentiellement terrestre qui se nourrit avec les pétrels autour des carcasses ou des animaux blessés encore vivants. La technique des grands becs en fourreau est la suivante. Ils essaient d'intercepter la nourriture lorsque le parent régurgite le poussin. Ces derniers deviennent indépendants des parents vers l'âge de 7 à 8 semaines, ce qui laisse largement le temps de prendre leur nourriture. Alors, bien évidemment, une fois que le bébé grandit, il va petit à petit perdre son duvet. Et c'est le moment où il pourra faire ses pas dans l'eau gelée de l'Antarctique, où ils pourront se nourrir de krill et de poissons. Parce que oui, je le reprécise au cas où vous n'ayez pas entendu les autres chroniques, si vous prenez un bébé manchot et que vous le jetez dans l'eau, il meurt, car il n'a pas encore les plumes adaptées à l'eau gelée de cet hémisphère. De prédateurs, ils deviendront aussi la proie des phoques léopards, qui sont le principal adversaire des adultes. Alors, parlons un petit peu maintenant répartition, j'ai cité quelques îles, mais les scientifiques ont aussi repéré l'espèce sur les îles suivantes, sur les Shetland du Sud, les Orcales du Sud, la Georgie du Sud, les Sandwich du Sud, beaucoup de Sud, l'île Bouvet, l'île Heard et McDonald, les îles Bailon, l'île Scott, l'île Pierre Ier, et ils sont bien évidemment aussi parfois visibles sur la péninsule de l'Antarctique. Au total, on dénombre environ 7,5 millions de couples de manchots, ce qui fait qu'on parle aujourd'hui d'une espèce stable en termes de statut, en croisant les doigts pour que ça dure encore un petit moment. C'est ainsi que s'achève cette petite chronique sur une espèce de manchot qui n'est pas la plus connue, le manchot à jugulaire. Il est super mignon, moi je le trouve tout mimi. Il est très très mimi, hein, voilà. Il fait partie des... C'est pour ça que j'ai essayé de prendre une voix mignonne. Alors que par exemple pour le Gorfou de la chronique précédente, c'était plutôt, il ressemblait plutôt à un alcoolique sortant d'un bar, donc du coup on était pas sur la même ambiance. Une voix rauque. Non, mais c'est les autres qui du coup faisaient des interventions un peu particulières, on va dire. Je vous inviterai à aller écouter l'épisode quand il sortira, bien évidemment. On le fera. Ton Pokédex des manchots. Oui, c'est ça, c'est clairement un Pokédex des manchots. Ils vivent en colonie de combien d'individus à peu près? Tu l'as peut-être dit. Mais... C'est des milliers d'individus. Ah oui, c'est ouais, à chaque fois c'est des énormes colonies. D'accord. Ouais, tout à fait. Il y a très très peu de manchots qui sont sectaires. On en parlera de quelques-uns bien évidemment. Majoritairement, souvent ils sont en colonie. C'est aussi quelque chose qui permet de faire en sorte que ton espèce elle s'en sorte, parce que c'est la force qui fait le groupe. C'est-à-dire que les manchots ils sont tous noyés dans la masse et c'est galère pour les pétrels de se balader comme ça et de faire j'ai envie de bouffer. C'est un peu. Voilà. Par contre, c'est génial pour les humains qui cherchent de la nourriture, parce que du coup vous avez plein de bouffe présent. Mais bon, c'est illégal maintenant, donc plus personne ne le fait. Et ils sont protégés du coup Oui, alors les manchots de manière générale, ils sont protégés, mais ils sont protégés oui et non, parce que pour rappel, le guano est toujours exploité par les humains, même encore aujourd'hui. Ah ouais. De nos jours. Pour l'azote. D'accord. J'ai plus le pourcentage exact, mais je crois que le guano de manchot c'est entre 90 et 95% de la production d'azote mondiale. Oh ouais, quand même. Ouais. Mais on est vraiment des fois utilisé par les Incas déjà à l'époque. Ouais, grave, c'est clair. Je crois que tu en avais parlé à l'introduction. Je me semble que j'en avais parlé à l'introduction. Il me semble, ouais, tout à fait. Ça me parle. Et il me semble bien que c'était un épisode où j'étais là, donc j'ai intérêt tu as le droit d'oublier ce qui se dit d'un épisode à un autre. Tu nous en avais dit beaucoup quand même ce jour-là. Oui, il y avait vraiment une grosse intro. Là, t'as vu, c'est beaucoup plus court tout de suite. Hein. Mais en même temps, c'est grâce aux informations qu'on t'a données dans la toute première chronique. Donc oui, c'est des animaux qui sont très très nombreux à chaque fois. Ouais, c'est vraiment une question d'éviter de se faire bouffer. C'est-à-dire que dans la chronique précédente, je sais plus laquelle, j'expliquais que les phoques sont capables parfois de bouffer jusqu'à 15 manchots, toutes espèces confondues, en une journée. Wow. Donc fatalement, du coup, si t'es l'heureux élu qui s'est pas fait becter, t'es content quoi. Mais en même temps, c'est parce que t'étais avec d'autres gens. Ça doit être stressant, la vie de manchot. Ouais, ça doit être... je pense que le plus stressant, c'est quand t'es avec le bébé et que le partenaire revient pas. Ah ouais. Parce que du coup, c'est vrai que tu crèves la dalle et ça veut dire que si tu veux survivre, à un moment donné, t'es obligé d'abandonner ton bébé.
Ouais, c'est Pas horrible. cool d'avoir des prédateurs au-dessus de toi dans la Mais non. chaîne alimentaire. Eh hein. Mais C'est très stressant. faut aussi penser aux pauvres petits krills qui sont dévorés par des hordes de manchots tout le temps. C'est la triste vie du cercle de la vie, comme dirait l'autre. Voilà. Eh oui. Et c'est sur ça que Sur je ces terminerai belles paroles. cette chronique. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.